cette entrevue du jour portant sur les sols contaminés. Vous vous souviendrez qu'à l'été 2018, le ministère de l'Environnement et du Développement durable avait proposé 5 mesures concrètes visant à prévenir et à sanctionner les infractions portant sur la gestion des sols contaminés. Dans les 5 mesures, il y avait la volonté de mettre en place un système de traçabilité performant et obligatoire, la volonté de créer un partenariat entre la Sûreté du Québec et le ministère de l'Environnement, la volonté de renforcer les ressources et les moyens du centre d'expertise et d'analyse du ministère, aussi la volonté d'augmenter de 50 % le nombre d'inspections dans le domaine et aussi une réglementation plus contraignante pour les propriétaires de sols contaminés, mais aussi pour les propriétaires de sites qui reçoivent les sols contaminés et qui ne sont peut-être pas autorisés. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Jean Lacroix, président directeur général de Réseau Environnement, un très important réseau de spécialistes en environnement. Mais M. Lacroix, entrepreneur dans l'âme, est aussi le président directeur général de l'Association québécoise pour la maîtrise de l'énergie et le président fondateur de Québec Eau, également le président fondateur de la Coop Carbone. Il a de l'expérience dans le domaine de l'énergie et de la gestion de l'environnement depuis au moins 15 ans. Alors, Jean, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et il nous parlera, parmi les 5 mesures, elles sont toutes importantes, mais aujourd'hui, nous nous concentrerons sur la mesure portant sur la traçabilité, le système de traçabilité obligatoire et performant que le gouvernement avait annoncé à l'été 2018. Et dans ce contexte, Réseau Environnement, avec Jean, ils ont mis en place un système de traçabilité qui s'appelle Trace Québec et ce dont Jean nous parlera aujourd'hui. Alors, je te cède la parole, Jean. J'aimerais que tu nous parles de Trace Québec, bien sûr, mais que tu nous dises qu'est-ce que c'est exactement Trace Québec et dans quel contexte ça a été mis en place. En fait, à la base, Trace Québec, tout simple, c'est de mesurer d'un point A à un point B une matière qui se déplace. Donc, au Québec, on n'avait aucune façon, depuis une quarantaine d'années, de savoir comment la matière se déplaçait au Québec. On avait émis dans les années 80 un manifeste au niveau des matières dangereuses qui avait été abandonné. La technologie aujourd'hui fait que la traçabilité, elle est intéressante à produire et à faire. Rappelons-nous le contexte. Le contexte, c'était, M. Lacroix, la traçabilité, on a essayé, c'est compliqué, on n'est pas capable de le faire. Et c'est là qu'on a pris l'initiative en parlant aux parties prenantes et en sentant un désir de régler toute la disposition illégale, c'est l'élément déclencheur de ça, de mettre en place cette mesure de traçabilité-là. Donc, pour mieux contrôler le déplacement des sols contaminés. Exactement. De l'excavation à la disposition. Exactement. Il y a un élément clé qu'il faut comprendre. Lorsqu'on a parti le système volontaire, on a convenu avec le gouvernement à ce moment-là qu'il devait montrer l'exemple, d'être l'exemplarité de l'État, à savoir, nous allons nous organiser du marché, à savoir le générateur des terrains contaminés, celui qui est le responsable de ces terrains contaminés, ceux qui vont le traiter. Et on a dit au fur et à mesure qu'on allait structurer le marché des parties prenantes, le gouvernement devait régulièrement lancer des messages extrêmement clairs qu'il allait s'assurer de mettre la législation ou la réglementation nécessaire. Et au fil du temps, depuis qu'on a mis en place il y a maintenant 2 ans, bien, il y a eu 5-6 conférences de presse qui ont été mises et effectivement, on est rendu aujourd'hui à une volonté d'un cadre réglementaire, d'un cadre législatif, de régulariser cette question des matières qui circulent sur le territoire. Donc, tu nous dis ça parce qu'en ce moment, Trace Québec, qui est ce que vous autres, vous avez mis en place pour essayer d'assurer une traçabilité justement des sols, ce n'est que sur une base volontaire qu'on peut y adhérer, ce n'est pas encore obligatoire. Même si la volonté gouvernementale éventuelle, c'est de rendre un système de traçabilité obligatoire. Oui. En fait, ce qu'on comprend aujourd'hui, l'effet de l'avoir mis en place, le gouvernement maintenant est résolument orienté vers la solution réglementaire. Donc, elle va apparaître dans les prochains mois. Et pour ça, il fallait démontrer la capacité de le faire. C'est toujours la même chose. On demande à l'État, au gouvernement, de mettre en place quelque chose. On oublie souvent que c'est le marché qui s'en occupe. C'est lui qui est responsable de le faire. On a fait cette preuve-là. La traçabilité-là, c'est quoi l'élément porteur? C'est le générateur. Le générateur, je vous donne l'exemple, la Ville de Montréal, la Ville de Québec, ont décidé de rendre obligatoire la traçabilité dans leurs appels d'offres. Qu'est-ce que ça fait? Automatiquement, tout le monde suit. Et lorsqu'on a parti Trace Québec, l'ensemble des centres de traitement de sol ont entré sur Trace Québec. Donc, on avait 100 % du marché à l'entrée de la décontamination.
Et à partir de ce moment-là, on est rentré dans une accélération parce qu'à partir du moment où on met dans un appel d'offres, qu'on ait un règlement ou pas, qu'on ce soit obligatoire ou pas, si j'exige la traçabilité, bien, inévitablement, on est obligé de l'embarquer. Et là rentre le système de Traces Québec en force. OK. Et la preuve est démontrée aujourd'hui. Puis comment on peut s'assurer que du moment où les sols sont excavés jusqu'à leur parfaite disposition, en passant par le traitement, la valorisation, comment on peut s'assurer que la traçabilité est garantie? En fait, ce qu'on faisait dans le passé, on émettait des manifestes de transport. Mais ce que ça faisait, c'est qu'il y avait, on ne rentrera pas dans le détail de ça, mais de la disposition illégale, ce qui faisait qu'on était capable de contourner le système parce que le système n'était pas fermé. Traces Québec, c'est un système qui est crypté, protégé, qui va être même géolocalisé, qui nous permet donc, de l'endroit où on décontamine du générateur jusqu'au traitement, de suivre à la trace. Traces Québec porte son nom. Donc, il y a incapacité de violation ou d'enlever une information. C'est ce qui fait qu'on parle que c'est crypté, protégé et qu'on est sur la notion de blockchain. C'est la nouvelle technologie qui nous permet que lorsqu'un manifeste est émis, sur son site récepteur, on le ferme et là, on parle de balance à balance. Donc, il n'y a aucune façon de détourner la matière parce que le manifeste ne sera pas fermé. Ce qu'on a dit au générateur pour s'assurer qu'on n'ait pas de détournement, exiger des pénalités substantielles. Et si jamais il y a pénalité substantielle, et aussi on les sort du système. Nous, Traces Québec, si jamais quelqu'un ne respecte pas la traçabilité, parce qu'il faut comprendre qu'elle est géolocalisée en temps réel. En temps réel, on peut savoir où vont les camions, comment ils se déplacent. Et même, il y a des systèmes d'alerte qui nous permettent de comprendre que si un camion ne se déplace pas d'un point A à un point B tel que prévu, il y a une alerte qui est faite. Et là, si on se projette un peu dans le temps, ce qu'on avait convenu avec le gouvernement à ce moment-là, on disait, ce qui va être important, c'est que les inspecteurs, lorsqu'on aura cette préoccupation-là, il y aura une pénalité par le générateur dans l'appel d'offres, le devis qui aura été écrit. Mais instantanément, le gouvernement enverra des inspecteurs sur les lieux ou sur les transporteurs. Et vous comprendrez qu'on ne courra pas nécessairement auprès des camions, mais on peut interdire par contre à certains camionneurs ou des flottes de camions d'embarquer dans la traçabilité s'ils ne font pas le système. Bon, alors, si justement un camionneur est expulsé du système de traçabilité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à transporter des sols n'importe où? Comment ça va fonctionner? Bien, en fait, lorsque le règlement va... À ce moment-ci, la Ville de Montréal, le jour où, par exemple, on a un problème avec un transporteur puis qu'il exige la traçabilité, bien, vous comprendrez que ceux qui l'exigent ne pourront plus déplacer cette matière-là. Mais en mettant le règlement en place, obligatoire sur tous les sols sur le territoire du Québec, bien là, il ne pourra plus déplacer de matière de sol contaminé. Donc, il ne pourra pas disposer légalement parce qu'il ne pourra plus aller récolter auprès du générateur cette matière-là. Très bien. Donc, si une entreprise est expulsée du système de traçabilité, Traces Québec, le jour où le règlement sera adopté, cette entreprise-là devra se retrouver ailleurs, trouver un autre système de traçabilité, mais pourra se retrouver aussi à ne pas être en mesure d'être acceptée par un autre système de traçabilité s'il existe un tel système, parce qu'il est très possible qu'il n'y en ait qu'un seul, on verra éventuellement. Et donc, cette entreprise-là ne pourrait plus faire affaire éventuellement. Mais ce qu'on cherche à faire, on veut momentanément expulser les gens. Ce qu'on veut, c'est régulariser la situation. L'objectif, c'est qu'il y ait des pratiques que les gens ont pris, des habitudes. Là, on veut simplement les changer, ces habitudes-là. Et vous comprendrez qu'il y a beaucoup de formation, d'éducation à faire, de compréhension de qu'est-ce que c'est la traçabilité. On veut arrêter que la disposition légale sur nos terres agricoles, de terrains contaminés, arrête. Et c'est une façon de le faire. Une fois que, à mon avis, le principe de ces transporteurs-là, c'est pas de les enlever, c'est de dire un avertissement, s'ils abusent, vous comprendrez que là, on verra le niveau de pénalité qu'on mettra, mais à la base, on veut juste qu'ils se régularisent parce qu'on veut juste que ça arrête. Très bien. Et Traces Québec, c'est une organisation qui existe en soi ou c'est vous qui l'avez démarré? En fait, Réseau Environnement a démarré Traces Québec. Traces Québec est une entité, entre guillemets, j'appellerais ça comme un spin-off, une entreprise en démarrage dans l'organisation. Comprenez qu'elle a donné, parce que l'information, elle est sensible pour tout le monde. La donnée ne nous appartient pas à Traces Québec. La donnée, elle nous est cachée. La donnée appartient au générateur. Le générateur décide ce qu'il fait avec la donnée, décide des accès qu'il donne à la donnée, à son chargé de projet, à celui qui va traiter la matière. Donc,
la propriété, elle est du générateur. Et ça, c'est important de le comprendre. Et ce qui fait que nous, il faut être complètement dans l'aveugle de cette approche-là pour ne pas intervenir dans le marché. Vous comprendrez que si on sait comment la matière se déplace, bien, c'est une information stratégique pour plein de gens. Et si on le sait, on nous a donné cette barrière-là les premières semaines très rapidement. Et la beauté d'un système comme ça, qui est crypté, protégé, ça nous permet de donner des accès en fonction de qui génère. Très bien. Est-ce possible de nous parler du coût? Oui. Qu'est-ce que ça représente pour les entreprises, que ce soit pour le propriétaire de sols contaminés, que ce soit le lieu vers lequel on achemine les sols contaminés ou même le transporteur? Au départ, dès qu'on amène une innovation, dès qu'on amène une notion de coût, il y a une réaction très rapide. Dans notre cas, ça a duré 2 semaines. Parce que rapidement, les gens sont aperçus que cet outil-là de traçabilité est un outil de gestion interne, était un outil de banque de matière qui rentrait automatiquement. Donc, un gestionnaire journalier, mensuel, hebdomadaire. Et souvent, les villes comme les villes de Montréal, Québec, ou des gros joueurs qui ont des terrains contaminés de façon importante, avaient engagé du monde beaucoup pour ça. Et là, ils ont réalisé qu'il y avait une économie d'échelle. Et si on parle de coût, dépendamment du niveau de contamination, au moment où on se parle, on est entre 50 sous la tonne à 1 $. Mais si je prends une friche industrielle et je la décontamine au complet, bien, vous comprendrez que le coût qu'on estime est à 0,006 %. Puis si je prends juste pour la décontamination, ça joue entre 0,5 % et 1,5 %. C'est pas majeur parce que quand on fait un appel d'offres, l'appel d'offres est d'exiger la traçabilité et l'effet tellement réduit du coût, on l'absorbe, on ne le voit pas, on ne voit pas une augmentation du prix de la décontamination. Et même s'il y en avait un, les retombées sont tellement substantielles que c'est pour ça que tout le monde embarque actuellement. Et je vous rappellerai que qu'est-ce qui fait que les gens embarquent aujourd'hui? Première étape du gouvernement qui est importante, Climat-Sol Plus, générateur de subventions pour la décontamination, exige la traçabilité. Dans le domaine municipal. Absolument dans le domaine municipal. Et là, le règlement va rentrer dans le municipal, dans le privé, dans plein de choses. Mais déjà, je peux vous dire que le privé est déjà entré dans l'exercice parce que j'ai déjà dit aux gestionnaires, aux générateurs de sol, qu'à mon avis, vous payez 2-3 fois le même sol. Parce que là, si je n'ai pas de traçabilité de la matière, puis qu'il y a une disposition illégale, vous comprendrez que je risque que d'avoir payé dans le temps déjà pour une décontamination qui n'a pas eu lieu. Ça, je ne parle même pas des coûts que ça peut avoir de payer 2 fois, 3 fois la même matière déplacée. On s'évite ça. Et je vous dirais qu'honnêtement, la traçabilité, elle nous donne des effets absolument incroyables parce que là, on rentre dans toute l'économie circulaire, parce qu'on a un positionnement de la matière, on rentre dans l'intelligence artificielle parce qu'on a quelque chose d'extraordinaire, des centaines de milliers de données qui doivent être traitées. Est-ce que, justement, parlons d'économie circulaire. Oui. Parce que l'objectif, si je comprends bien, c'est qu'éventuellement, les sols qui sont traités soient réutilisés dans d'autres types d'utilisation d'applications. Oui, tout à fait. Alors, pouvez-vous nous en parler un peu? En fait, l'objectif était, rappelez-vous, de A à B. Notre objectif d'économie circulaire, c'est une fois que la décontamination est déposée, comment on la valorise. Et là, le générateur de A, qui est amené au sol B, le B devient le générateur de la valorisation de la matière qui sera utilisée sur le territoire. Donc, la traçabilité peut être complètement dans une boucle fermée qui nous assure la circularité de la matière. Et on pourrait, là, on parle de sol contaminé, on a des vues et des regardés, puis on le regarde beaucoup avec le gouvernement, matière dangereuse, matériaux de construction, tout ce qu'on peut imaginer de matière qui se déplace sur un territoire. Ça nous donne une quantification. Je vous donne un exemple. On estimait... Attendez, juste parce que vous dites vous regardez pour essayer de mettre en place un système de traçabilité pour ces matières. Multimatières, aussi. oui. Okay. C'est déjà prévu pour faire comme ça. Et pour vous donner un peu l'inconnu de comment de matière, parce que la grande question, c'est combien de matière se déplace-t-il sur le territoire? On estimait, selon nos premiers pronostics, environ 1,5 million de sols contaminés étaient déplacés sur le territoire. Et on vient de s'apercevoir par la traçabilité qu'on est en train de rentrer qu'on vient de la doubler à 3 millions. Je ne pense pas qu'on va le redoubler encore, mais ça donne une idée du grand inconnu de comment est déplacée la matière et sa connaissance. Je vous rappellerai juste, quand on veut faire de l'innovation technologique et qu'on ne connaît pas la matière première, sa quantité, qui s'appelle le sol contaminé, puis je vais amener une innovation technologique de sol qui viendrait régler les métaux, les fameux métaux qui sont un problème. Mais si je n'ai pas la quantité réelle, comment voulez-vous qu'on investisse dans quelque chose qu'on ne sait pas la quantité qu'il y a sur le territoire?
Même ça va favoriser l'innovation technologique parce qu'elle va nous donner une meilleure matière. Puis en plus, elle va être géolocalisée sur le territoire. Donc, on va savoir où elle est, puis même optimiser même la technologie, on devrait l'implanter sur le territoire. Je m'étais prise une note en me disant comment les parties prenantes, les intervenants du milieu ont réagi lorsque vous avez lancé Trace Québec. Mais je vous dirais que c'était attendu depuis longtemps parce que peut-être la chose la plus fascinante que je trouve dans l'exercice Trace Québec, c'est que tout était prêt. Mais on avait juste décidé de le regarder sous l'angle, de demander au gouvernement de régler le problème. Alors que si on se structurait tous ensemble, c'est ce qu'on a fait, toutes les parties prenantes, autant l'industrie environnementale que les générateurs de terrain, et tous étaient contents, et tous, dans les semaines qui ont suivi, ont amené des solutions. Donc, l'accélération de Trace Québec s'est faite rapidement. C'est comme, moi je dis toujours, c'est le sonneur de clairon puis le drapeau. On a mis uniquement ça, il fallait le faire, quelqu'un le fasse après 40 ans, mais c'est là que tout est allé en séquence extrêmement rapidement, et là, on a accéléré très vite, puis là, on est dans les solutions. Est-ce que le gouvernement, ce qu'on sait, c'est qu'il a l'intention de rendre obligatoire un système de traçabilité. Éventuellement, j'imagine que pour y arriver, il devra adopter un règlement. Oui. Et est-ce que pour vous, ça va changer quelque chose par rapport à Trace Québec le jour où il y aura un règlement en place? La priorité pour les environnements sera toujours s'assurer de mettre en place un système de traçabilité qui allait régler le problème de la disposition illégale et éventuellement de l'exportation. Donc, dépendamment de comment ça sera, l'objectif restera le même. Peut-être que la structure changera, peut-être qu'il y aura une évolution de Trace Québec, peut-être qu'il y aura toutes sortes d'actions, mais je veux juste que vous compreniez que notre volonté, la volonté finale, c'est qu'on le règle. Et s'il faut faire des aménagements importants, on le fera. Parce que ce qui est important, ce n'est pas la structure, c'est la finalité de la solution. Et ça, c'est important de le comprendre. Trace Québec a été un instrument extraordinaire d'accélération pour le moment. Je pense qu'il y a un rôle important à jouer pour l'avenir, mais je ne présume pas de l'avenir des choses. S'il faut que les choses changent, se modifient, créer des nouvelles alliances, des nouveaux consortiums, des nouvelles approches, on le fera au fin du résultat. C'est ce qui est le plus important. Pour atteindre des objectifs du gouvernement. J'ai lu, en me préparant pour aujourd'hui, qu'il y avait des projets pilotes en cours. Est-ce possible de nous parler de ces projets pilotes et quels sont les résultats anticipés? Bien, ici, on est sur le site de Technopole Angus. Oui. On est actuellement dans le processus 85 000 tonnes de décontamination des plages qui va de A jusqu'à C+. Quels sont les critères génériques qu'on doit atteindre pour effectivement. décontaminer les sols? Donc, on parle ici, grosso modo, peut-être de 8 000 déplacements de camions aller-retour qui sont en place. On en a un autre qui n'est pas très loin d'ici non plus, qui est au niveau de la gare d'Outremont. On parle de cette fois-ci de 145 000 tonnes, grosso modo, peut-être autour de 12 14 000 camions de déplacement. Aujourd'hui, je dirais, on a 7 projets dans la région de Québec, Montréal, région de Gatineau. En cours, on a 15 qui s'en viennent. Ils sont tous des projets pilotes ou ça? Non, ben en fait, je pense on n'a plus parlé de projet pilote. Bon. Le projet est à maturité. Hein. On parle maintenant de milliers de transports de données. Le système est efficace, est fonctionnel, il roule. On a pu, évidemment, il y a toujours une amélioration continue. Oui. Il faut le faire. On ajoute des composantes, des processus d'amélioration constants. Mais on n'est plus dans du pilote. Non, là déjà, dans notre prospect d'ici le printemps, début de l'été, on est à plus d'1 million de tonnes. Donc, vous comprendrez, c'est 55 000, 60 000 tonnes de déplacement. C'est un prospect extraordinaire pour nous, là, dans tout ce qu'on n'a pas parlé beaucoup d'économie circulaire, mais imaginez, tous ces déplacements-là se font à plein à vide, à plein à vide. Si on était capable d'optimiser le déplacement de nos matières, c'est un terreau de réduction de gaz à effet de serre, sans même investir, extraordinaire. Donc, ça reste là, il faut juste changer la culture et nos habitudes. Et comme par hasard, on manque de camionneurs. Bien, peut-être que si on optimisait ces flottes-là, bien, tout le monde serait content. Jean, vous vous intéressez au développement durable depuis très longtemps. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous pensez du développement durable en ce moment au Québec? Je l'amènerais sur 2 niveaux. Sur l'idéologie des Québécois, je l'appelle comme ça. Je pense qu'on lui donne beaucoup d'inspiration, on s'imagine qu'on veut faire plein de choses, et je pense que intrinsèquement, on veut y croire. Où le bas blesse un petit peu, puis je pense que c'est dans le changement des habitudes et des cultures, c'est son application. Hein. Je donne toujours l'exemple le plus simple. Tout le monde est pour le transport collectif, puis quand on demande aux gens qui est prêt à abandonner son auto dans une salle de 1000 personnes,
Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a personne qui lève Ah, la main. ben, c'est ça. Ou très peu, exactement. Ça, c'est vrai. Fait que je dirais notre défi est tout là. Tu sais, pour moi, le développement durable, j'ai fait attention dans son usage parce que tu sais, c'est la réconciliation environnement, économie sociale. Tu sais, c'est tout et rien. Ce que je comprends de ce concept-là, c'est l'amélioration de notre société. Ça sent bon, on le voit, l'écosystème, une prise en responsabilité de la relève qui s'en vient, qui est là. Mais je pense qu'on manque de réalisation concrète, d'exemples concrets. Trans-Québec va dans cet esprit-là, bien modestement, mais on a besoin d'autres jalons, d'autres personnes qui vont mettre des exemples, puis qu'on va se concilier. Moi, j'ai toujours dit, on n'arrivera pas, on s'en va vers une transition écologique. La seule façon de le faire, c'est un modèle économique, mais novateur. On est dans le nouveau modèle économique sobre en carbone. Tant qu'on n'aura pas fait ça, on va rêver un peu à dire il faut faire les choses, mais si le modèle économique ne suit pas, on n'y arrivera pas. Donc, on change l'écosystème de place et le jour où on fera une approche d'un nouveau modèle de transition économique comme ça, à mon avis, on va naturellement transformer les choses au niveau environnemental et que ça se porte mieux. Trans-Québec va dans cet esprit-là. L'économie circulaire va dans ce sens-là aussi. Tout à fait. Fait que c'est comme ça que je pense. Je pense qu'il faut donner l'exemple et la possibilité aux gens de s'asseoir sur quelque chose puis de montrer l'exécution. Le gouvernement du Québec a montré depuis la place de Trans-Québec, qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils sont des accélérateurs de changement parce qu'on leur a donné l'écosystème. À la question, est-ce que le gouvernement veut changer? Oui. Si on met un écosystème en place qui va le faire. Donc, j'en appelle un peu à la responsabilité des entreprises, des citoyens à mettre un projet porteur. Et le gouvernement, je dis toujours la même chose, à quoi sert un gouvernement? Le gouvernement est là pour légiférer, encadrer une pratique. Il n'est pas là pour créer une nouvelle pratique, il est là pour l'encadrer. Et si on l'amène dans une approche comme celle-là, Trans-Québec est une démonstration que ça peut fonctionner. Je vous rappelle, il y a 2 ans, personne ne croyait. Aujourd'hui, tout le monde va accélérer. C'est une très belle initiative, Jean. Je vous remercie parce que c'est une belle façon de prévenir et éventuellement de contrôler la disposition des sols contaminés. Oui. Félicitations. On en parle, mais là, on agit. Pour terminer, avec nos invités, nous terminons toujours avec un court questionnaire, les mêmes questions qu'on pose à tous. Puis la première question, c'est quel est votre mot préféré dans le vocabulaire du développement durable? Si un mot, mon Dieu. C'est toujours une grande question. Pour moi, ce qui m'intéresse au développement durable, c'est le changement, c'est la rupture, c'est l'innovation. Peut-être le mot plus fort, c'est l'innovation. Et je vous dirais, je le qualifie, l'innovation, qu'on oublie souvent, on va parler beaucoup d'innovation technologique. Je carbure, oui, à ça un petit peu. Mais moi, c'est l'innovation des modèles d'affaires, l'innovation des modèles financiers. Fait que le mot innovation, c'est pour moi la clé du développement durable, si je le prends sur plusieurs. Il faut juste changer l'ensemble de l'approche. C'est bien. Ma deuxième question, c'est qui admirez-vous le plus en développement durable? Je veux dire, j'admire profondément ceux qui sont audacieux et qui n'ont pas peur de déranger. Parce que la transition énergétique, sans chaos, je fais bien attention au mot chaos, c'est la continuité. Tous ceux qui cassent la continuité, j'y crois. Et à cet effet-là, quelqu'un qui m'inspire beaucoup, qui a fait un pont, c'est Elon Musk. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est de l'innovation de rupture. C'est une pensée qui est complètement, ce qu'on appelle ça, en fragmentation avec l'écosystème qui est devant lui. Je prêche, j'essaye bien modestement de faire cette innovation de rupture-là. Fait que des Elon Musk de ce monde, pour moi, m'inspirent beaucoup. Parce que, pas complètement de développement durable, mais oui, il le touche parce qu'il y a une volonté profonde de changer l'humanité, puis une volonté profonde de changer l'écosystème des changements climatiques. Puis pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il casse les approches. Les gens ont de la misère parfois à le comprendre et il n'est pas compris. Et moi, je dis toujours, le meilleur signal de l'innovation de rupture, c'est quand les gens te comprennent pas. Et quand les gens, qu'on ne voit pas où tu t'en vas, bien, c'est ça qu'il faut faire. C'est exactement, moi, mon indicateur, je dis toujours la même chose. Est-ce que je suis dans la transformation? Oui, je le suis le jour où ça casse. Le jour où j'ai des menaces. Parce que dans le dossier de la traçabilité, j'ai eu certaines menaces. Mais là, on le sait qu'on est sur le point de casser quelque chose d'important. Sur une échelle de 1 à 10, où croyez-vous que nous en sommes en développement durable au Québec? Sur les intentions, 8-9. Sur la réalité, 6-7. Soyons juste très réalistes. En même temps, à mon avis, l'intention est porteuse de la transformation. Autrement dit, il y a un potentiel extraordinaire de mettre à l'œuvre ou à l'action ce qu'on veut faire.
On manque juste de porteurs de projets, de porteurs de solutions, puis de porteurs d'audace dans la transformation. Et à mon avis, les gouvernements sont prêts, s'il y a des gens qui marchent devant, dès qu'une transformation se fait, à suivre les choses. C'est comme ça que je le qualifierais. C'est intéressant. De quoi vous pensez que le Québec doit être le plus fier au développement durable? De quoi être le plus fier? Je dirais, peut-être par le défaut des choses, c'était pas pensé comme ça, mais je pense que notre hydroélectricité, notre approche aux énergies renouvelables, inévitablement, sont un pendant très naturel à nous amener sur cette notion de changement climatique, sur un modèle économique, environnemental et social très intéressant qui touche l'ensemble de ces spectres-là. Je pense qu'à la base, ça n'a pas été réfléchi comme ça, mais on se retrouve aujourd'hui avec un joyau extraordinaire d'excédent énergétique qui pourrait nous porter de façon extraordinaire en exemplarité pour réduire les gaz à effet de serre au Québec. Il y a plein de modèles qu'on pourrait faire, qu'on pourrait inspirer. Fait que pour moi, c'est le gros jalon. Ouais, c'est une grande fierté qui est là. Et je pense que l'audace qu'on a pu faire, je dis toujours aux gens, n'oubliez jamais, Hydro-Québec a fait quelque chose de particulier. C'est qu'ils ont bâti un centre de production. Il n'y avait aucune façon et idée de savoir comment ils allaient le transporter sur les centres de distribution. Ils ont simplement dit, faites-le, on vous donne 10 ans pour le faire. Et on le fait. Fait que quand on se donne des grands plans d'ambition comme ça, avec des visions, fait que c'est pour ça qu'à mon avis, l'hydroélectricité de demain, je pense que les dirigeants aujourd'hui essayent de revoir le modèle hydro-québécois version 2.0. On a la chance d'avoir un excédent, trouvons des solutions. Il y en a, et je pense qu'il y aura des solutions qui seront apportées dans les prochaines années. Et ma dernière question. Oui. Quelle est la plante ou l'animal ou l'insecte ou l'arbre dans lequel vous souhaiteriez être réincarné si une telle chose existe, bien sûr? Oui, mais en fait, non. En fait, je me suis pris au jeu un petit peu à savoir. Et là, j'avais un mélange d'une drôle de bébête qui était. Mais je vous dirais, si je fais parallèle avec mon enfance et comment je le vois, je vais parler du dauphin. Le dauphin, cette question de liberté, cette question de travailler collectif. C'est un animal hyper intelligent, face à une problématique, est capable de faire sortir. Puis je vous dirais pourquoi mon enfance, ben c'est flippant. Puis j'avais le sentiment qu'à travers lui et l'espèce de sans dialogue, une communion de pensée entre l'humain et l'animal, il y a quelque chose pour moi qui me fascine beaucoup. Puis il y avait quelque chose que je dis toujours, pour essayer d'être audacieux et innovant, il faut rester dans l'imagination des choses aussi incroyables que ça puisse paraître. Puis le dauphin m'inspire beaucoup par rapport à ça. Parce que je pense que je n'irai pas avec le lion, c'est le côté suprématie, en haut d'un organigramme. Je vais plus sur une approche qui, à mon avis, le dauphin peut faire face à n'importe quel prédateur parce qu'il est ensemble. Il peut faire face à n'importe quel système. Fait que ça m'inspire beaucoup. C'est l'animal au niveau. Puis l'eau, c'est quelque chose que je trouve assez extraordinaire aussi. Là. Et cette espèce aussi de folie. J'ai l'impression qu'il peut faire ce qu'il veut, s'amuse en tout temps. Oui, donc, il y a un peu de folie, d'amusement en tout temps. La douceur, aussi, la proximité des enfants aussi quand tout on pense à un dauphin. Tout à fait. Autant il peut être très, très dur par rapport aux prédateurs qui sont face à lui, puis prennent une façon de le faire, autant il peut effectivement incarner le besoin. Et ça, c'est toutes les facettes, à mon avis, de ce qu'on devrait chercher à être et à monter comme société. C'est très inspirant. Jean Lacroix, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir.